On repart. Pourquoi j'ai marqué une pause là? Parce que là, on va rentrer dans les éléments plus structurels avec la suppression de la taxe d'habitation. Erwan, les maires disent, alors le rôle des maires est un des débats qu'on a avec Henri depuis 30 ans, les maires disent que la suppression de la taxe d'habitation a été une catastrophe et a coupé le lien entre le maire qui déjà n'avait pas franchement envie de construire et la construction. Tu es d'accord avec ça? Oui, si tu me permets une toute petite incise politique. Ah, mais absolument, vas-y. Juste qu'on se rappelle comment est née cette proposition-là. C'était je crois que c'était le 16 mars 2017, interview de chez Bourdin, Emmanuel Macron qui dit à ses équipes, il faut quelque chose pour demain, hop, taxe d'habitation. Il se trouve qu'en fait l'IFOP a réalisé une étude absolument incroyable après l'élection qui montrait qu'en fait il y avait un survote des fois allant jusqu'à 20 points dans les communes qui payaient justement une taxe d'habitation supérieure à la moyenne nationale. Et donc du coup, tu as beaucoup d'analystes politiques qui te disent qu'en fait, c'est une des propositions qui a fait gagner le candidat Macron parce qu'en fait, c'était du palpable pour les gens. Très clairement. Et donc du coup, donc juste revenir aux origines. Un survote, c'est-à-dire il y a eu davantage de participation. En gros, plus tu payes de taxe dans les communes où la taxe d'habitation était la plus élevée. Exactement. Alors, corrélation ne vaut pas causalité, mais c'est quand même assez fascinant de voir, et l'IFOP, l'étude est encore disponible sur leur site, fascinant de voir en fait à quel point ça a été un déterminant presque principal du vote des gens, justement en se disant je vais gagner. Incroyable. Parce que la taxe d'habitation, tu la payes, la douloureuse au mois d'octobre, novembre, quand tu dois sortir 1 200 € d'un coup, tu te dis bon effectivement, si je gagne 1 200 €, là le pouvoir d'achat, c'est du palpable tout de suite. Mais alors que ça reposait sur aucune étude économique, il n'y avait aucune étude académique qui était et aucune demande. Et aucune demande. Aucune demande formulée de qui que ce soit, ni d'association de consommateurs, ni de personne. Et si on avait voulu faire une vraie politique libérale... Et ça a été fait comme ça sur un coin de table, t'as lu ça, t'es catégorique en 2 temps, 3 mouvements. La plupart des équipes de Macron te disent, de l'époque, qui sont plus chez lui maintenant, te disent qu'en fait ça s'est fait dans la nuit, quoi. J'ai rendez-vous chez Bourdin demain matin à 8h, il me faut un truc... Et le chiffrage a été fantaisiste. Il faut se rappeler, moi j'ai la mémoire des chiffrages successifs. Le premier, on nous dit, j'ai une mémoire pas trop mauvaise, ça va coûter 8 milliards d'euros. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas les 20% les plus riches. Mais c'est pas anticonstitutionnel. 8 milliards d'euros. Ouais. À l'arrivée, la plaisanterie aura coûté 20 milliards d'euros. Bon. Donc, on était dans l'approximation, on était vraiment dans le travail de coin de table. Alors, ça nous conduit quand même à dire que même si les ménages ont du mal à réaliser que le logement est peut-être leur principale souffrance, tous les présidents de la République successifs ont gagné avec une mesure logement. Attends, je veux rester sur la taxe d'habitation. Oui, bien sûr. Est-ce que... Cela a fait gagner, clairement, a contribué à faire gagner le président Macron. Erwan, et puis je te poserai la question, Henri. Ils ont raison, les maires, en disant... alors, ils disent pas, déjà, on n'avait pas envie de construire, mais tu as brisé les velléités de construction d'un certain nombre de maires, parce que tu n'as plus de lien entre le nombre de logements construits et les ressources de la commune? Ça je sais pas. Nous, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a eu une promesse de compensation qui n'a pas été résolue, qui n'a pas été tenue. Il y a effectivement ce lien que tu avais direct, je paie la taxe d'habitation, derrière j'ai le service qui correspond à ça, et tu as quand même sacrément asséché la plupart des collectivités locales, des budgets, et qui du coup se reportent là, à la sortie du maire de Metz, c'était hier ou avant-hier, ça se reporte sur la taxe foncière. En théorie, une vraie politique libérale, il fallait plutôt supprimer la taxe foncière et garder la taxe d'habitation. Mais bien sûr. Mais ça aurait été... sûr. Ça, c'est un autre débat. Mais donc, du coup, effectivement, les maires se retrouvent sans aucune ressource. Et donc, du coup, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle ils ne bâtissent pas. La plupart des... Tu as quelques études qui te montrent quand même que le maire, 3 ans avant son élection, il arrête de donner des permis de construire parce que il veut... Bon, je connais pas... On va y aller, madame. Elles sont pas robustes, ces études-là, elles sont plutôt qualitatives que quantitatives, mais tu as effectivement le pouvoir du maire bâtisseur qui se retrouve... aujourd'hui, il n'a plus aucune incitation à construire. Et il n'a plus surtout les moyens derrière de construire les infrastructures qui correspondront à l'ensemble des programmes qu'il a lancés. D'un point de vue politique, il fait rentrer des insiders qui ne sont pas forcément de son bord politique à lui, des outsiders qui ne sont pas forcément de son bord à lui, donc du coup, tu entretiens la logique du village Potemkin. Henri, j'ai lu ça, c'était donc la grande expression, c'est un maire qui bâtit est un maire battu, et ils ajoutent maintenant. En plus, c'est un maire béton. C'est-à-dire que, en plus, il y a maintenant cette dimension environnementale, écocide, etc. Moi, je le raconte, j'habite à Clamart. C'est vrai qu'à Clamart, il y a eu sur les anciens terrains d'EDF, notamment, un programme immobilier complètement dingue, j'avoue, complètement dingue, qui est né d'une infrastructure. Enfin, c'est beau, quoi. C'est beau comme la France de la Troisième République. Voilà, il y a eu le chemin de fer, en l'occurrence, c'est le tramway. T'as l'infrastructure, t'as des friches industrielles, boum, tu vois des immeubles. Alors malheureusement, très Troisième République, on peut, dans le style architectural,
un peu haussmannien décalé, bon, peu importe. Et effectivement, tu vois sur les réseaux sociaux très particuliers, ceux qui s'intéressent à ma bonne ville de Clamart, oh, mon Dieu, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce maire qui met du béton partout, etc. etc. Voilà, c'est cette donnée nouvelle aujourd'hui que les maires doivent gérer. Alors, les réticences des maires à construire, ça tient à plusieurs choses. Oui, la suppression de la taxe d'habitation est la plus mauvaise décision probablement du quinquennat du président Macron. Elle a retiré 34% des ressources des communes, 34%. Il a fallu 2 ans pour stabiliser un mécanisme de compensation. On est allé chercher des sages qui ont fait des rapports. Et finalement, au bout de 2 ans, donc 2 ans d'inquiétude pendant lesquels les maires ont dit, nous, tant qu'on ne voit pas arriver l'argent, 2 ans, plus de 2 ans. On stabilise un mécanisme qui ne compense pas à 100% et qui surtout vassalise les maires et les met sous la coupe de l'État, puisque c'est de la TVA qui est censée compenser. Moi, je suis maire, j'ai été élu, j'ai ma fierté, j'ai mon indépendance, je ne veux pas dépendre de l'exécutif national. Mais revenons sur le... Et pour le reste, la construction et le logement. La crainte de construire. Bien sûr que c'est l'opinion qui n'est pas allante sur ce sujet. Et il y a un paradoxe, il y a une schizophrénie des Français. Ils veulent pouvoir loger leurs enfants, ils ont la crainte du déclassement, il y a un pessimisme pour les enfants, mais surtout, ne pas voir arriver un nouvel immeuble, ne pas voir arriver de nouveaux entrants dans la commune. Et le maire, en effet, il va faire venir de nouveaux entrants qui vont bouleverser les grands équilibres. Il faut aller au bout des choses. On parlait d'Éric Zemmour qui vont être des immigrés, qui ne vont pas forcément être solubles immédiatement. Donc toutes ces craintes-là, la surélévation, la densification, on va en passer par là, puisqu'on ne veut plus artificialiser le terrain. Alors est-ce qu'il faut lui retirer le permis de construire ? Certainement pas. Parce que, pour moi, il y a eu des propositions de fait par le rapport Rebsamen, tout à fait juste. Ancien ministre du Logement lui-même. Oui, et il y avait dans la commission des gens très bien, je pense à Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, quelques autres grands maires, Rebsamen en était un aussi, à Dijon. L'idée, qui peut mieux que le maire apprécier les besoins, la nature des réponses qu'il faut leur donner, selon la population. Mais il ne le fait pas. Je vais y venir. Mais déjà, l'appréciation, la bonne lecture, c'est pas l'État. Deuxièmement, il faut un mécanisme tel que l'intercommunalité, qui est une dilution, parce que le maire, il veut se protéger pour être réélu, et s'il n'est pas réélu, il ne peut plus agir, donc on peut le comprendre. Il faut une dilution, une responsabilité qui monte au cran de l'intercommunalité, notamment si le maire ne fait pas. Au bout d'un an, on constate que les objectifs du plan local n'ont pas été la règle de construction, qu'il a lui-même contribué à écrire. Il ne fait pas, au bout d'un an, on lui dit, on n'envoie pas chez le préfet. C'est l'échelon subsidiarité, l'échelon supra qui est l'intercommunalité, et les PLU sont désormais intercommunaux, qui prend la main et qui fait. Et puis en dernier ressort... Ça revient un peu au même alors, oui, tu lui retires quand même le permis de construire. Ce sont des élus. Si on ne fait pas bon usage... D'accord. Oui, je ne dis pas de sanction, surtout pas. Okay. Effectivement, on ne peut pas regarder passer les trains en disant il y a des maires qui n'aiment pas construire, bon c'est triste, alors on leur met des sanctions financières aujourd'hui s'agissant de logement social. Certains s'accommodent de payer. Bon. Donc ça n'est pas possible. Il faut effectivement une responsabilité. Mais on va être très clair. Que tu fais remonter au niveau de l'intercommunalité. La suppression de la taxe d'habitation et d'autres gestes malveillants. On a voulu rogner, il y avait un projet de loi, les indemnités des maires de villes moyennes, au début du premier quinquennat du président Macron. Bref, les relations se sont dégradées entre l'État et les maires. Il faut aujourd'hui les apaiser. Il y a des efforts qui sont faits depuis quelques mois par le nouvel exécutif, la Première ministre. On donne des gages. Quand le président de la République, premier congrès de l'Association des maires de France de son premier mandat, n'y va pas, c'est un coup de tonnerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je dis que l'autorité est une chose, il faut savoir taper, mais il faut s'entendre bien. Dans une entreprise, comment vous faites, même si vous êtes le patron, que vous la détenez, le gars qui va travailler pour vous, Stéphane, il faut qu'il fasse, il faut qu'il soit en confiance, il faut qu'il fasse, parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer ? Ok Henri, voilà. Mais restons sur la construction. Tu as un avis, Erwan, sur retirer le permis de construire au maire ? Sur le maire bâtisseur, j'avoue que j'ai pas du tout d'avis. J'ai les pour et les contre des deux côtés, donc je me pose la question comme de l'incitation effectivement à monter. Je me dis qu'effectivement à un moment, on vient de soit financière, soit d'un point de vue de l'activité. Dans la première partie de cette émission, on a quand même raconté une crise historique profonde
monde et on en a raconté on a essayé d'en raconter les conséquences. Quand il y a une inondation, quand il y a une catastrophe, je suis désolé, c'est le rôle de l'État, c'est le préfet, aussi libéral qu'on soit toi et moi. À un moment, c'est le préfet qui tape du poing sur la table. Les grands travaux historiques et les grandes mutations historiques de logement, elles sont faites au niveau de l'État, elles sont faites au niveau du préfet. Le Grand Paris et le programme du Grand Paris, c'est fait au niveau de l'État, c'est fait au niveau du préfet. La rénovation urbaine... Moi, je suis désolé, mais à un moment, là, si effectivement tu es dans une situation d'urgence, et tu es dans une situation d'urgence, je ne vois pas pourquoi... Je peux entendre ça, mais je vais vous donner un contre-exemple. Pour preuve que, là encore, l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme. Jean-Louis Borloo a été un grand ministre en charge notamment du logement, de l'aménagement du territoire. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Bon. Ses relations sont dégradées avec le président, justement sur des visions différentes de la ville, son développement. La politique de rénovation urbaine, elle ne s'est pas faite parce que Borloo a dit au préfet de telle ou telle région, tu vas faire, et le maire n'a qu'à se plier. Il est allé mobiliser... acquérir à sa cause, à la cause de l'ANRU, de l'agence qu'il a créée, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, des dizaines, des centaines de maires. Et il a mouillé la chemise. Moi, j'ai vu faire. Et ça a marché. Oui, non, t'as raison. Ça a marché. J'étais en train de penser, tu peux le faire intelligemment. Et effectivement, si tu fais une décision administrative nationale en filant le truc au préfet, il y a de grandes chances que ce ne soit pas très intelligent dans l'exécution. Stéphane, le fait d'être libéral, ça ne veut pas dire être contre l'État. L'État a forcément un rôle à jouer de facilitateur, ou au moins de ne pas être un rôle d'empêcheur. Au-delà de la question du permis de construire qui soit dans les mains du maire ou pas, bon, après, ça permet peut-être aussi d'avoir de la concurrence entre communes pour attirer... Regarde, moi, j'attends avec intérêt ce qui va se passer dans le Nord avec les 4 gigafactories qui vont arriver. Oui. Moi, je veux voir le nombre de permis de construire qui seront délivrés par les maires. Dans l'eau, statistiquement, il y aura peut-être un maire qui va dire « moi, je ne veux pas te donner de permis de construire », mais tu en as peut-être un qui va être un peu malin sur la commune adjacente qui va dire « moi, je vais balancer du permis de construire en veux-tu, en voilà, artificialiser certains sols, et donc du coup, comme ça, je vais pouvoir doubler la population de ma commune dans les années qui viennent, et du coup, c'est de la prospérité en plus. » Donc c'est aussi de la concurrence qu'on met entre les communes, qui du coup est assez intéressante en leur laissant le droit de bâtir. L'attractivité... c'est la décision d'un élu local, de droite, de gauche ou du centre, c'est pas le sujet. Ils aiment leur territoire et ils font. Objectivement, ce nouvel aménagement du territoire que les Français sont en train de dessiner, ils l'ont clairement montré à la faveur de la Covid. Il y avait des signaux faibles avant déjà, que des organismes comme le tien pouvaient voir. Aujourd'hui, c'est clair. Ils ont une préférence pour les villes moyennes. Et beaucoup ont d'ailleurs augmenté, ont vu leur prix augmenter parce qu'il y avait une pression énorme. Ça va se calmer. Et pour les territoires ruraux. Ce nouvel aménagement du territoire, il donne envie aux élus, et ils ne peuvent pas faire autrement, de dire « mais il me faut des réponses en termes de logement ». Je pense à des communes rurales où on voit arriver des ménages. C'est significatif ça, Henri ? Ah oui. Moi j'ai l'impression qu'on raconte des histoires sur des épiphénomènes. Je vais donner un chiffre, il est très clair, mais on peut dire que c'est significatif. On estime aujourd'hui qu'il y a 15% de la demande qui se portait sur les métropoles, en location ou en achat, peu importe, qui se détourne vers ces deux types de territoires, ville moyenne ou commune rurale. 15%. Bon, c'est et ville moyenne, c'est ce qu'on a pu appeler à un moment, j'aimais bien l'expression, les villes cathédrales, là, Orléans, Chartres, Reims, Évreux. Mais aujourd'hui, même plus petit que ça. Alors, le Havre, des villes moyennes de la façade ouest, très largement. Mais on parlait de Saint-Étienne. Saint-Étienne reprend du poil de la... C'était l'exemple de la ville où il ne fallait pas aller. C'est tellement méchant pour les Stéphanois. Mais moi, j'ai fait des débats sur le logement. Et alors, on me disait, alors à Saint-Étienne, les prix, non, ils n'ont jamais augmenté. Ils sont même en train de baisser. C'est affreux. C'est bon. C'était vraiment l'exemple de la maladie profonde. Le laboratoire. Eh bien, aujourd'hui, moi, j'en suis très heureux. C'est une ville de report par rapport à Lyon. Qui peut aujourd'hui aller se loger à Lyon ? C'est extrêmement difficile. Sur Saint-Étienne, juste petite anecdote, il y a 4-5 ans, les patrons de start-up voulaient aller y mettre leur call center. En fait, c'était devenu le Maroc, quoi, d'une certaine manière, Saint-Étienne, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, c'était vraiment aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, tu as un ménage bourgeois de Lyon, tu dis, tiens, je veux faire un investissement, tu vas avoir un agent immobilier. Ah, il te dit, oui, si vous voulez, tu vois les prix, tu dis, ouais, ça va être un peu compliqué. Faites l'investissement, allez voir à Saint-Étienne. Les professionnels immobiliers lyonnais, les élus lyonnais, depuis déjà plusieurs mandats, ont aidé
Saint-Étienne à devenir une ville de report. Cet aménagement du territoire, c'est le partage. Et c'est dire, bon, on a une grosse attractivité. Lyon est une ville qui a une attractivité magique, mais il faut que d'autres villes soient attractives. Et juste, si tu permets, Stéphane... Un mot, parce qu'après, il faut qu'on continue à avancer. Passer aux propositions, sur le côté, justement, rôle de l'État, il y a deux facteurs, à mon avis, qui sont complètement occultés. Tu parlais des grands travaux. Premièrement, c'est le transport. Aujourd'hui, on parle de Saint-Étienne, effectivement. Saint-Étienne, bon, on peut y aller en TER depuis Lyon, c'est sympa, etc. C'est faisable. Je reprends mon exemple ardéchois, parce que je suis profondément attaché. Tu prends la ville de Benat, par exemple, qui est une ville absolument magnifique, qui a compté jusqu'à 40 000 habitants, qui en plus a absolument tout d'un point de vue gastronomie, température, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de liaison TER depuis plusieurs années maintenant. Il y aura bientôt plus de liaison TGV à moins de 200 km. Comment tu veux recréer de l'activité dans ces territoires-là? Et donc, du coup, tu as... Donc, premièrement, les transports. Deuxièmement, la déconcentration, décentralisation. Nous, c'est un truc qu'on a proposé il y a 5 ans. On s'est beaucoup moqué de nous. Darmanin l'a repris quand il était quand il était à Bercy. C'est délocaliser les ministères en province. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a ces énormes packs Bercy, par exemple? Non, mais attends, laisse-moi terminer. Je sais que tu n'y crois pas. Je faisais mes études de géographie en 1983. Je lisais déjà des bouquins poussiéreux à Beaubourg sur la déconcentration. Ça ne marche pas. On l'a chiffré. Mais non, les ministères, ils ont besoin d'être dans la capitale et ils ont besoin d'être ensemble. Par rapport à 83, maintenant, c'est qu'avant, tu avais le fax. Maintenant, tu avais le fax. Maintenant, tu peux... Regarde, quand tu déconcentres ce gros paquebot où tu as 3500 personnes qui gagnent plus de 45 000 euros par an de manière confortable, quel est l'intérêt d'un point de vue externalité positive de l'avoir en plein Paris? Aucun. Tu le mets dans la Creuse, tu le mets en Corse, tu le mets n'importe où, tu le mets en Lorraine, dans des régions sinistrées, et ben tu vas réimplanter de l'activité. Cette activité-là, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir des emplois indirects qui vont se recréer, des cabinets médicaux qui vont ouvrir, des cinémas qui vont ouvrir, des bowling, etc. Et là, du coup, tu as du logement. Et donc, du coup, toute l'offre sur Paris, qui du coup est satisfaite par ce genre de profil-là, et ben du coup, non seulement tu n'auras peut-être pas une baisse des prix, mais tu auras des logements qui vont se libérer pour des gens qui habitent réellement en Ile-de-France. Bon, les gars, attention, il faut qu'aussi, parce que tout ça est formidable, mais ça tourne très vite. Et ça, c'est le rôle de l'État aussi. Inflation normative, réglementation environnementale, zéro artificialisation nette. Ça aussi, c'est au cœur de la crise qu'on est en train de traverser actuellement. Ça prépare la prochaine, je dirais. Toi, tu dis ça prépare la prochaine. Oui, mais la cause majeure structurelle, puisqu'on parle d'une crise historique, c'est qu'en fait, les fondamentaux aujourd'hui sont sapés, tous. Et parmi ceux qui sont sapés, le plus lourd, c'est la question foncière. Bon. Et l'inflation vient mettre une loupe, simplement. L'inflation n'a pas créé la crise du logement, parce qu'on n'a pas su... Question foncière, ça veut dire c'est zéro artificialisation nette, c'est ça bien avant ça, les terrains, on n'a pas su, les terrains constructibles, les faire arriver sur le marché pour que la construction puisse être assez active, terrains déjà constructibles. On a aujourd'hui des terrains constructibles qui ont cette qualification, qui ne sont pas utilisés. Et même... Pourquoi, Henri ? Pourquoi ? Une première raison, origine terrain public, les communes ou les départements ou l'État sont des grands propriétaires qu'on a laissé thésauriser leur terrain. Ouais, c'est ça. Bon. Et on voit, mais on va être clair, je vais vous donner un exemple, au cœur de Nantes, c'est en fait propriété de l'État, au cœur de Nantes, il y a 14 hectares qui sont utilisés par le ministère de la Défense, mais propriété de l'État et du ministère du Budget, en fait, statutairement. 14 hectares, ils sont classés secret défense, il faudrait les dépolluer. 14 hectares au cœur de Nantes. Bon, eh bien, on n'a pas pris le taureau par les cornes. Les terrains privés, la fiscalité aujourd'hui encourage à les thésauriser. Plus tu gardes un terrain, moins la plus-value, etc. Il faudrait inverser ce mécanisme. On se heurte à la Constitution. Eh bien, moi, je dis, il faut peut-être sur ce point... Ah oui, c'est parce que depuis le temps, c'est aussi qu'on en parle. Je dis, mais pourquoi c'est pas fait? C'est tellement évident. Parce que la Constitution exige qu'il y ait égalité des Français devant la propriété, qu'elle soit bâtie ou non bâtie. Alors, pour le bâti, on comprend que ça vienne stabiliser. Au contraire, quelqu'un qui a un logement locatif, on lui dit, mais garde-le le plus longtemps possible et tu paieras moins de plus-value. Le terrain, c'est l'inverse. Tu as un terrain qui n'exige aucun entretien, donc on est enclin. Moi, si j'hérite demain, ou si je fais mes enfants héritiers de 4 terrains dans des métropoles, mais ils sont très riches, ils ont intérêt à les garder, ça ne s'entretient pas, ça ne se délabre pas. Donc, il faut dire aux Français, alors on n'a jamais trouvé la solution, soit il faut retoucher la Constitution, c'est très lourd, soit durablement, pendant 5 ans, on fait une blitzkrieg, on dit pendant 5 ans, tous ceux qui vont vendre leur terrain, on les exonère ou on allège substantiellement leur plus-value. Ouais. On n'a pas su le faire. On a même autorisé, pour les communes, pour les collectivités, la vente par adjudication des terrains. C'est-à-dire qu'on a favorisé l'inflation des terrains pour enrichir les collectivités.
Voilà, donc la question foncière, on ne l'a pas prise à bras-le-corps. Et dernier sujet, dans ces plans locaux d'urbanisme qui écrivent la règle du jeu pour construire, celui de Paris, je crois que c'est aujourd'hui ou demain qui va sortir. À Paris, on construit moins, mais on pourrait construire. Eh bien, ces plans locaux ne sont utilisés qu'à 65% de leurs possibilités. Et là, on en revient à l'opinion qui dit écoutez, nous, ça ne nous arrange pas que vous construisiez, monsieur le maire. Le maire dit mais attendez, on vous a consulté, vous avez dit que là, on pouvait construire un immeuble. Ouais, mais écoutez, s'il n'y est pas, c'est mieux, quoi. C'est mieux, voilà. Nous, sur la question du ZAN et des réglementations vertes, alors, différencier deux choses. Hein. Oui, il y a une nécessité drastique d'avoir justement des mesures pour un secteur qui émet quand même qui est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire à contrario, enfin, contre le pouvoir d'achat et contre justement l'intérêt de la nation. Je rappelle cette fameuse courbe de Lorenz, Lorenz, prix Nobel d'économie en 61, si je ne dis pas de bêtises, qui en fait, à la fin de sa vie, a montré dans ses travaux que la conscience écologique était fonction croissante du revenu. Et donc du coup, en fait, plus ton revenu augmente, plus ta conscience écologique est importante. C'est ça qui fait qu'en fait, les pays les plus riches sont les plus écologiques et vice-versa. Donc du coup, vouloir appauvrir une population, c'est vouloir justement augmenter le nombre de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que là, depuis 2018, on a eu 4 lois. 4 lois. Loi climat-énergie, loi climat-résilience, RE20 et RT 2020. Le truc, c'est que, donc, parmi les deux mesures, les phares les plus, à mon avis, absurdes, c'est l'interdiction de louer des logements qui sont classés G, F et E d'ici 2032. Nous, on a calculé, c'était à peu près 15% du parc locatif qui, du coup, va disparaître dans les 8 ans qui viennent. 15% du parc locatif. Si rien ne change aujourd'hui, hein. Pour l'instant, la loi... Tu dis que c'est une folie. Édouard Philippe dit que c'est une folie. Moi, je dis que c'est une folie parce que combien ça coûte ? Le rapport Sichel qui a été fait donc, de la Caisse des dépôts nous dit que c'est 38 000 € en moyenne de rénovation par logement. Il y a, sur les 4 millions et quelques de logements qui a rénové, on est aux alentours de 180 milliards d'euros à trouver d'ici 8 ans. 180 milliards d'euros à trouver d'ici 8 ans. Sans les coûts de construction, sans la hausse des coûts de construction qu'il y a eu depuis, etc. Comment tu les trouves ces Et je vais même au-delà, Erwan. Même si tu les avais, il y a une question de bras. T'as pas les compétences. T'as pas les compétences. Tout à fait d'accord avec toi. T'as pas les compétences. Il y a une nécessité du coup de faire ça, mais comment est-ce que tu fais ? Donc en plus, j'avais vu Paris, c'était 45% des logements qui seront du coup interdits à la location dans quelques années. Comment tu fais pour justement créer d'une l'incitation à rénover et de deux pour éviter justement d'avoir un marché où tu as des logements qui sont complètement vacants. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, c'est le ZAN. Le ZAN, moi, ça me paraissait une mesure frappée de bon sens quand j'ai entendu la première fois qu'on me l'a pitché, si je veux dire. Donc zéro artificialisation nette pour ceux qui nous... Exactement. Oui, mais j'ai dit 2-3 fois, donc c'est pour ça que je l'ai pas repris. Quand tu regardes le détail, quand tu en discutes avec des élus locaux, déjà, une mesure qui fait l'unanimité contre elle, aussi bien à gauche qu'à droite, aussi bien des élus locaux que des promoteurs immobiliers, c'est assez incroyable. Il y a absolument personne qui défend ça. Et quand tu regardes, en fait, nous, on a regardé, du coup, on a chiffré les effets de ces... Mais comment ça, personne défend ça ? Ils l'ont voté, les élus, cette zéro artificialisation nette. Personne ne défend le ZAN. Mais n'empêche qu'elle a été votée. Je te parle des faiseurs, je te parle pas des majorités parlementaires qui du coup votent des trucs sans des fois se rendre compte. C'était le cas comme c'était le cas sous l'ancienne majorité. On se rend compte que toutes ces mesures additionnées là, en 2040, elles vont entraîner une pénurie de 7 millions de logements. 7 millions de logements qui du coup sont dus à la réglementation verte. Parce que cette zéro artificialisation nette, elle a un effet, j'imagine, exponentiel sur la pénurie de foncier que tu as décrite tout à l'heure. Elle a un effet sur le parc, en effet, qui est disqualifié, notamment le parc locatif, avec des règles dures. C'est non, tu peux pas louer, bon, selon ta lettre, et sur la production. Parce qu'on dit, écoutez, vous faites avec ce que vous avez comme terrain. Bon. Donc, ce ZAN, on voit que les sénateurs, il y a une proposition de loi là, qui n'a pas la faveur ni du président Macron, ni de l'Assemblée, disent il faut l'assouplir. Deuxièmement, d'ailleurs, il faut en donner le mode d'emploi aux maires. On leur a balancé cette oukase, aux maires et aux promoteurs, mais on leur a dit, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Pour certains, il ne fallait pas les pousser. Ils sortent les aérofreins et disent, attendez, nous, non, ça, on ne fait pas. Et notamment, on leur explique pas qu'il y a des terrains déjà artificialisés, typiquement, qui pourraient être utilisés. Ils sortent les aérofreins. Et ça bloque, ça paralyse tout le monde. Donc, effectivement, ça a été balancé d'une manière extrêmement violente. Alors, moi, je comprends, et je dis à ma communauté professionnelle, ne dites pas, effectivement, on est très coupable d'émissions de gaz à effet de serre, bien malgré nous, ne dites pas,
on va rien faire, tout ça c'est des furieux. Les dérèglements climatiques, on les a à nos portes. On va les revoir là bientôt. Tout ça, ce n'est pas du flan. Bon. Et donc, attention, il ne faut pas dire, non, on déchire la loi climat-résilience, mais dire, et qu'aujourd'hui le gouvernement s'arboute en disant, on ne touchera pas au calendrier, mais ça ne veut rien dire. Comme dans une entreprise, la stratégie c'est ça. Et si on n'y arrive pas, et si on n'a pas les machines, si on n'a pas les bras, il manque aujourd'hui, c'est très simple, les entreprises qualifiées, qui notamment donnent accès aux aides, qui sont précieuses, elles étaient de 15% il y a encore un an, elles sont de 10% du nombre des entreprises en France. 1 sur 10 seulement est en mesure d'attester de sa compétence et vous donne accès aux aides. C'est quand même un souci. Tu parles des entreprises artisanales qui font des travaux de rénovation, c'est ça? Artisanales ou moins artisanales. Ou moins artisanales qui font des travaux de rénovation. Je cherche des entreprises pour faire la rénovation de ma maison, de mon appartement à 38 000 euros, 40 50 000 euros. Où sont-elles les entreprises? Voilà. Ça tourne très très vite. Il faut aller sur tes propositions, Erwan, et notamment peut-être celle qui est la plus intéressante. Enfin, je dis la plus intéressante, mais celle que j'ai entendue assez souvent. Tiens, recitons Alain Dinin, il m'en parlait très régulièrement. C'est, alors, inverser sans doute la logique macroniste d'aller taper sur le propriétaire, et notamment sur le propriétaire en locatif, et créer, toi tu veux, un statut. Tout à fait. Pour statut de bailleur privé. Statut de bailleur privé. Ça, c'est porté par nos experts, certains depuis Bernard Cadot, qui dirige notre observatoire, l'ancien patron d'Orpi, le porte depuis oui, c'est ça, depuis très longtemps. Tout à fait. Et effectivement, quand on voit, en fait, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que la question du logement pourra se résoudre. Oui, il faut construire, voilà, c'est la proposition numéro 1. Mais comment est-ce qu'on fait pour remettre un peu d'équité et un peu de redistribution géographique et sociale là-dedans? En fait, il n'y a pas besoin de grand-chose, il n'y a pas besoin de grands travaux. Des petites mesures d'incitation fiscale peuvent permettre ça. Un statut du bailleur privé, effectivement, c'est pour moi peut-être pour nous en tout cas l'incitation la plus forte qu'on peut avoir à réaliser de l'investissement locatif. Ouais. Tu couples ça avec un assouplissement de certaines mesures prudentielles. C'est des choses très simples, hein, je les ai notées là parce qu'elles sont assez techniques. Il y a la réintroduction du calcul différentiel dans le calcul justement de ton endettement. Pour prêter à un futur investisseur, voilà, on prend en compte tout à fait. Les loyers potentiels qu'il aura, évidemment. Et on prend en compte le taux d'effort actuel dans le cadre du logement. Donc ça fait que, par exemple, mon exemple avant du Détroit qui alloue 40% de son pouvoir d'achat, de son revenu à son loyer, bah, en fait, on peut transférer ça justement sur... On se dit qu'il est capable de le faire pour un propriétaire, il pourra le faire pour une banque. Tu facilites la portabilité de différents crédits, c'est-à-dire que quand tu t'empruntes à 1%, tu peux garder justement soit transférer ce crédit-là sur un autre bien, soit garder le crédit sur le bien en question et le transférer à une autre personne. Il y a pas mal de mesures techniques qu'on fait dans la note, mais qui sont... Que vous irez voir dans la note de l'Institut Sapiens, hein, il va vite là parce qu'on est au bout, mais qui en fait arrêtez de stigmatiser. Est-ce que c'est bien ce qui se passe quand même? Le gars qui investit dans l'immobilier pour du locatif et au contraire il faut le en faire une sorte, alors Alain Dinin disait, une sorte d'entreprise, une sorte d'indépendant entrepreneur immobilier. De service logement, voilà. C'est l'entrepreneur, donc il faut que sa fiscalité en effet introduise l'amortissement, la reconnaissance des charges, et soit éco-conditionné. Celui qui va acheter un logement ancien, il fait l'effort de le mettre à niveau de vertu énergétique, eh bien il a une reconnaissance fiscale, un plus fort amortissement par exemple, et socialo-conditionné, celui qui consent un loyer moins élevé, donc il accepte de rogner son rendement locatif, eh bien la fiscalité lui rentre. Il faut moderniser et stabiliser ce statut, et plus largement un chantier qui n'a pas ouvert le président Macron, il l'avait annoncé, il n'y a eu que la suppression de la taxe d'habitation, c'est la modernisation de la fiscalité immobilière. Est-ce qu'on peut s'accommoder que les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, on les appelle indûment, soient de l'ordre de 8,5%, c'est-à-dire que ils viennent plomber de presque 1/10 de plus tout prix du logement. C'est voilà une fiscalité visqueuse. C'est complètement archaïque. Et c'est un frein à la mobilité, c'est-à-dire. C'est un frein à la mobilité. J'ai aucun intérêt à déménager. Voilà, c'est ça. J'ai aucun intérêt à déménager. Et ça encourage même la spéculation. C'est-à-dire tant que la valorisation de mon bien n'aura pas gommé ce coût, exactement. Je ne bougerai pas. Exactement. Écoutez, on va terminer sur cette phrase du président Macron à Challenge. C'est un secteur où on finance l'offre, l'investissement et la demande. Malgré tout, on produit moins et c'est plutôt plus cher qu'ailleurs. Alors moi j'aime tu te dis que le gars, normalement, il n'est pas président de la République. Qui dit ça, quoi. Enfin, il prend le problème à bras-le-corps. Je te dis que moi je pense qu'un bon médecin, c'est celui qui fait un diagnostic. Voilà, c'est ça. On ne l'avait pas attendu, mais c'est bien de le répéter. Et qui fait une prescription pour guérir. Ouais. Voilà. Ouais. Et le problème, c'est que le logement a été depuis le début dans cette majorité-là, depuis 2017, qui a fait plein de bonnes choses par ailleurs, mais ça a été vu comme étant quelque chose de rentier, quoi.
D'un côté, vous aviez c'était quoi? C'était les dodus dormants du logement social. C'est ça. Et de l'autre côté, vous aviez, c'était un truc de rentier. D'ailleurs, c'est ça qui a amené à la qualification de l'IFI. On n'a pas compris que dans un pays comme la France, qui est un pays sous-peuplé et sous-dense en termes de... Le gros problème, c'était justement la localisation des logements et que par une homogénéisation justement de l'activité et des logements, on pouvait résoudre pas mal de nos problèmes socio-économiques. Et c'est lié, ça sera une teasing pour notre émission, mais on résout le problème du logement, on résout le problème du chômage, on résout le problème de la pénurie de recrutement, de la productivité, on résout énormément de nos problèmes structurels et économiques. Et même les problèmes de santé. Et nos problèmes de santé, exactement. Merci les gars, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve évidemment très bientôt sur Bismart.